Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Depuis les origines de la vie sur Terre, le monde cellulaire côtoie des entités biologiques parasites, telles que les virus. Et depuis ces temps immémoriaux, la guerre est déclarée. Ces parasites obligatoires invisibles sont des adversaires redoutables. Aucun organisme vivant n'est épargné par l'infection virale. Plantes, champignons, animaux, chaque organisme est susceptible de se voir pris en otage par un virus. Comment comprendre la présence de ces parasites ? Aujourd'hui, le débat reste ouvert. Les virus sont-ils, à leur manière, des organismes vivants ? Comment sont-ils organisés par rapport aux bactéries, aux cellules ? Hors de la cellule, voilà des objets organiques inertes, un acide nucléique dans une capside et souvent dans une enveloppe. Pourtant, ces objets, dont le seul point en commun avec les organismes vivants est la capacité biologique de se multiplier, ont des stratégies de parasitisme très élaborées. Le regard sur les virus change. Dans les glaces arctiques et dans les laboratoires, les chercheurs redécouvrent le monde viral. Ils apprennent à mieux les combattre ou à mieux les domestiquer. Et nous, à mieux les comprendre. Bienvenue dans le monde des virus, une émission animée par Kizito Chitoko Chilange et Mathilde Robert. Au sommaire de cette émission, redécouvrez un mode d'existence, pour ne pas dire un mode de vie, le parasitisme obligatoire. Comment fonctionne un virus ? C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Les virus racontent des histoires. Peut-être peuvent-ils nous éclairer sur l'origine de la vie ? Remonter jusqu'aux premières cellules pour y trouver les premiers virus, une exploration qui pourrait obliger à repenser la définition du vivant. Depuis quelques années, des nouveaux virus ont fait leur entrée dans le catalogue viral. Dans les glaces polaires, dans les boues chiliennes, les chercheurs ont trouvé des virus géants, 1000 fois plus grands que les virus connus jusqu'ici. Le labo des savoirs a interrogé les découvreurs de ces mastodontes. Les virus infectent toutes les espèces vivantes. Ils sont aussi capables d'infecter des virus. Voici le virophage, le virus qui attaque les virus. Fonctionnement, évolution, transmission, destruction, rajoutons enfin utilisation. Les virus peuvent infecter des virus. Ils peuvent aussi détruire des cellules cancéreuses ou des bactéries. Dans le laboratoire, les chercheurs tentent de se servir des stratégies virales. Après l'arroseur arrosé, le saboteur saboté. C'est le labo des savoirs. Avec nous pour ce voyage dans l'univers viral, une guide qualifiée, la virologue Berthe-Marie Imbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université de Nantes et virologue au CHU de Nantes. Vous êtes responsable d'une unité de recherche qui tente de mieux comprendre les mécanismes d'infection virale, notamment dans les relations entre les virus et le système immunitaire. Berthe-Marie Imbert, cette émission résonne beaucoup avec l'actualité, dont un virus, Ebola, figure en tête d'affiche. La virologie, c'est aussi un domaine de recherche dynamique. On découvre régulièrement de nouveaux virus. Est-ce que les chercheurs arrivent à suivre ? C'est une grande question. On essaye, oui. Depuis pas mal d'années, on a des moyens d'investigation qui sont bien plus élaborés. Ça nous permet de gagner en temps, ça nous permet d'aller plus vite. Et puis c'est vrai que quand on est face à des épidémies majeures, comme on le voit là avec le triste exemple d'Ebola, il y a pas mal de moyens qui sont mis en commun et ça permet d'aller plus vite. Donc oui, on essaye de suivre. Aujourd'hui, combien de virus ont pu être caractérisés par les laboratoires ? Il est possible de chiffrer Ça, c'est une question extrêmement difficile parce que, comme vous l'avez très bien dit dans l'introduction, on sait qu'il y a des virus un petit peu partout. On trouve des virus chez les plantes, on trouve des virus dans tout le monde animal. Et c'est difficile d'avoir un chiffre exact. C'est d'autant plus difficile qu'on sait très bien qu'on a accès uniquement à la face émergée de l'iceberg. Donc, il y a les virus qu'on arrive à mettre en évidence et puis il y a tous ceux qui restent inconnus. Alors, pour donner un exemple, chez les êtres humains, on a à peu près identifié 1500 agents pathogènes. Et on sait en gros, on doit avoir 200 virus à peu près d'identifiés. Mais ça, voilà, c'est ceux qui sont identifiés. Pour commencer cette expédition, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est qu'un virus ? De quoi est-il fait ? Un virus, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Un virus, c'est un génome, c'est-à-dire un support d'information génétique, et puis qui est protégé par une boîte
qu'on appelle la capside, qui est formée de protéines. Donc ça, c'est la structure minimale. Peuvent se rajouter à ça d'autres structures, mais un virus, déjà, c'est au moins ça. Et c'est un parasite obligatoire, alors comment est-ce qu'il fait pour parasiter En fait, cellules il va rentrer dans une cellule. Alors, pas dans n'importe quelle cellule. Il y a des, en fonction des virus, on va avoir certains types de cellules qui vont pouvoir être atteints, qui vont être la cible. Et puis, une fois qu'il rentre dedans, c'est un petit peu comme s'il prenait les commandes de la cellule. C'est un peu, avec son information génétique, il va forcer la cellule à travailler pour lui et non plus pour elle. Justement, par rapport à la façon dont le virus force la cellule à travailler, il y a des virus qui sont, suite à une infection, rentrent à une phase de latence. Oui. Et d'autres virus, justement, ils ont besoin d'un autre virus pour pouvoir se réactiver. Pouvez-vous nous expliquer justement ces types de virus qui interagissent? Ça, je pense que ce sont des mécanismes qu'on connaît effectivement très mal. Alors, ce sont des mécanismes qu'on peut appréhender notamment par l'intermédiaire de la thérapie génique. Ça, c'est un bon exemple effectivement de système dans lequel vous pouvez avoir plusieurs virus. On peut utiliser par exemple ce qu'on appelle les AAV, qui vont être des virus qui vont avoir besoin de l'aide d'un autre virus. Mais ça, dans la nature, c'est pas extrêmement fréquent, en tout cas en pathologie humaine. Par contre, ce qui est beaucoup plus fréquent en pathologie humaine ou animale, c'est de trouver des virus qui vont rentrer dans un état qu'on appelle de latence. Et ça va être un excellent moyen pour eux de rester dans l'organisme. Parce que pendant cet état, c'est comme s'ils dormaient. Ils ne se multiplient pas et ils restent à l'abri du système immunitaire. Donc on ne peut pas lutter contre eux. Il y a plein de virus qui font ça. Par exemple, le virus de la varicelle, pour prendre un exemple de maladie qui est très commune, fait exactement ce genre de choses. Et est-ce qu'un virus est forcément pathogène ? Ah non, un virus n'est pas forcément pathogène. Il y a des virus quasiment qu'on peut qualifier de commensaux, c'est-à-dire peut-être même de virus qui nous aident à vivre. Vous auriez un exemple ? Non, on n'a pas d'exemple là-dessus. En fait, ça fait partie de nouvelles approches. Jusqu'à maintenant, on était vraiment dans un système où le virus était systématiquement pathogène. Donc, c'est pour ça qu'on les découvrait. On les découvrait à l'occasion d'une maladie, quand on investiguait une nouvelle maladie. Maintenant, on a des moyens. En particulier, il y a les techniques de séquençage qu'on appelle de nouvelle génération, qui permettent de faire du screening très large. Donc, avec ces techniques-là, on peut aller à la pêche. Et en allant à la pêche, un peu au hasard, on tombe sur des virus, de nouveaux virus, dont on ne sait pas à quoi ils servent, ou dont on ne sait pas à quoi ils sont reliés. D'accord. Il existe d'autres agents pathogènes comme les bactéries. Ce serait intéressant justement de définir la différence entre les bactéries et les virus. Alors, il y a une première différence qui est facile à voir, entre guillemets, même s'il faut un microscope, c'est la taille. Le plus gros virus est 10 fois plus petit que la plus petite des bactéries. Donc, ça donne déjà une bonne échelle. Deuxième élément qui est vraiment l'élément majeur, c'est que la bactérie est capable de se multiplier toute seule. Elle est complètement autonome. C'est ce qu'on appelle un prokaryote, donc pas sur le même système que les cellules qui constituent les plantes ou les hommes. Mais elles peuvent se multiplier toutes seules. Un virus, comme on l'a dit, est quelque chose qui est un parasite obligatoire. Il ne peut pas se multiplier s'il n'infecte pas une cellule. Et d'ailleurs, il existe des virus qui infectent les bactéries. On en reviendra justement sur ce point au cours de l'émission. Et quand on parle des virus, est-ce qu'on peut utiliser des mots comme tactique, stratégie, un peu comme dans le monde vivant ? Stratégie, oui, c'est quelque chose, par exemple, quand on fait des cours, en tout cas, moi, c'est un terme que j'aime bien utiliser, des stratégies de multiplication. On va parler aussi de stratégies qu'on peut qualifier d'antivirales, c'est-à-dire de façon de lutter contre les virus qui se multiplient. Alors, des moyens de lutte, il y en a des naturels, ça va être le rôle du système immunitaire, par exemple. Et puis, des moyens de lutte, il y en a des artificiels. Et là, c'est vraiment l'homme qui manipule et qui essaie d'avoir une stratégie antivirale. Alors, comme vous avez pu le préciser, Berthe-Marie Imbert, les virus sont des parasites obligatoires, mais le virus n'arrive pas facilement au niveau de la cellule, tel un soldat en mission. Le virus doit traverser plusieurs barrières. Ces barrières sont tout d'abord physiques. La peau va permettre donc de limiter la pénétration du virus dans l'organisme. Ensuite, ces barrières peuvent être mécaniques. Les jonctions entre les cellules limitent la diffusion du virus. Et enfin, ces barrières peuvent être chimiques, notamment au niveau du tractus, dans la flore intestinale. Des enzymes peuvent être libérées et agir pour dégrader donc le virus. Lorsque ces barrières sont franchies,
le virus atteint enfin son objectif, pénétrer dans la cellule. La mission n'est pas réussie pour autant par le virus. En effet, la cellule ne se laisse pas prendre en otage aussi facilement. Les mécanismes de l'immunité entrent en jeu. Ce sont donc un ensemble de systèmes qui vont intervenir pour la défense contre les infections. Les virus dont les infections sont caractérisées sont par définition les virus qui arrivent à contourner l'ensemble des barrières et les systèmes de défense développés par l'organisme. Ceci sous-entend qu'il y a une forte interaction entre un virus et son hôte, ce qui permet au virus de s'adapter. Cette capacité à s'adapter constamment à un organisme en fait-il des organismes vivants? Pour certains chercheurs, oui. Ils auraient même une place majeure, voire déterminante dans l'évolution du vivant. On va discuter de cette notion avec le professeur Patrick Forter de l'Institut de génétique et microbiologie de l'Université Paris-Sud dans une chronique réalisée par Mathilde Robert. Bonjour Patrick Forter. Bonjour. Tous les chercheurs ne partagent pas cette idée que le virus fait partie du monde vivant. Alors d'après vous, pourquoi le virus est vivant ? Simplement, j'ai remarqué que les chercheurs qui considèrent que les virus ne sont pas vivants, souvent ont tendance, du coup, à moins s'intéresser aux virus et à un petit peu sous-estimer leur importance dans l'évolution. On sait aujourd'hui que les virus sont très abondants, qu'ils ils sont à la base de la création d'une énorme quantité d'informations génétiques. Et ça me paraît gênant de dire que la plus grande partie de l'information génétique qu'on peut mettre en évidence sur Terre est créée par des organismes non vivants. Voilà, donc c'est un petit peu par rapport à l'importance du rôle des virus que je situe cette question. Alors, est-ce que le virus serait à l'origine de l'ADN ? Oui, ça c'est une hypothèse que j'ai proposée et qui me paraît assez valable en fait, mais l'ARN, on sait que l'ARN est apparu avant l'ADN, parce que l'ADN c'est une forme modifiée de l'ARN, hein, ça ressemble beaucoup. Les précurseurs de l'ADN sont faits à partir de ceux de l'ARN. L'idée de l'invention de l'ADN par les virus, c'est l'idée qu'en fait, à un moment donné, c'était un avantage pour certains virus ARN de modifier leur génome, justement, de le transformer en ADN, pour éviter tous les mécanismes de défense des cellules qu'ils attaquaient, qui étaient dirigés contre ces ARN. Et d'une façon générale, la course aux armements entre les virus et les cellules, c'est un puissant facteur d'innovation, d'invention. Par rapport au rôle des virus, quelle serait la place du virus dans l'arbre phylogénétique du vivant ? Alors là, c'est une question qui est assez complexe parce que ça dépend de ce que l'on appelle l'arbre phylogénétique du vivant. En fait, on peut effectivement réaliser une généalogie, retrouver les ancêtres et on remonter comme ça jusqu'à Lucas, celui que l'on appelle Lucas, le dernier ancêtre commun universel. Donc l'organisme à partir duquel ont divergé les trois grands groupes actuels. Alors on ne peut pas mettre les virus dans cet arbre parce qu'ils n'ont pas justement de ribosome. C'est la grosse différence avec les organismes cellulaires, c'est que les virus, c'est des informations qui n'ont pas la possibilité de fabriquer leurs propres protéines. Donc disons, on ne peut pas mettre les virus dans l'arbre universel vivant tel qu'on le construit actuellement, tel que le construisent les phylogénéticiens en utilisant des molécules conservées chez tous les organismes. Du coup, le virus arriverait avant Lucas. Alors, Lucas, il faut faire attention, il y a beaucoup de confusion autour de cette notion. Certains auteurs ils pensent que Lucas, ils confondent avec la première cellule. Pas du tout, hein. Lucas, c'est simplement le dernier ancêtre commun. Le dernier ancêtre commun, ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant. Il y a eu le premier, le deuxième, le troisième, l'avant-dernier, l'avant-dernier et Lucas. Effectivement, on sait aujourd'hui que Lucas était déjà lui-même infecté par des virus. On a retrouvé des caractères communs, hein, les évolutionnistes parlent de caractères homologues, entre des virus infectant des bactéries, des virus infectant des archées et des virus qui nous infectent. Donc on sait que Lucas et ce que j'appelle ses contemporains, parce que Lucas n'était pas tout seul non plus, il faut imaginer qu'à l'époque il y avait également des millions ou des milliards d'autres organismes, ils étaient déjà infectés par les virus. Donc les virus sont plus anciens que Lucas, ça c'est sûr. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont apparus avant les cellules. Les virus qui existaient avant Lucas infectaient des cellules ancêtres de Lucas. Voyez. Et précisément, sur le plan historique, dans quel milieu se seraient développés ces premiers virus ? Alors ça, on n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien. Il y a tout un tas d'hypothèses par rapport à comment la vie est apparue sur Terre. Il y a des gens qui pensent que la vie aurait pu apparaître à haute température
et que les organismes que l'on trouve aujourd'hui dans les sources chaudes, hydrothermales ou autres, seraient des descendants directs des premières formes de vie. Mais ça, beaucoup de gens n'y croient pas, moi-même je n'y crois pas, et des travaux qui ont été menés en particulier par l'équipe de Manolo à Lyon, où ils ont réussi à reconstruire des séquences de protéines ancestrales chez Lucas ou de molécules présentes chez Lucas, indiquent clairement que Lucas lui-même ne vivait pas à très très haute température. Est-ce que les tout débuts de la vie se sont produits sous terre, sur terre, dans l'eau, à chaud, à froid? On n'en a en fait aucune idée. Et qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans les virus? Alors, ce qui est fascinant, c'est leur diversité, justement. Lorsque j'étais étudiant, on nous présentait les virus sous une forme assez monotone. Et ce qui m'a fasciné, c'est on s'est intéressé aux virus d'Arché. Les chercheurs qui les premiers ont essayé de voir qu'est-ce qu'on trouvait comme virus dans les sources chaudes. Et là, ils ont trouvé une grande variété de formes, des virus en forme de citron, en forme de bouteille. Là, je parle des virions, à nouveau. Certains en forme de tube qui se terminent par des pinces. Plus récemment, on en a trouvé en forme de spirale. Et récemment, on a trouvé, par exemple, dans notre équipe, alors c'est à Pasteur, David Frangrejvili, qui est le grand spécialiste des virus d'Arché, a mis en évidence un virus qui, pour faire sortir les particules virales de la cellule, produit des pyramides, des structures en forme de pyramide qui percent la membrane de la cellule, qui s'ouvre comme une fleur pour laisser passer les virions. Mais ça me fascine pas mal. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Berthe-Marie Imbert, Patrick Forter donne une place importante aux virus, comme on peut le voir dans cette interview. Comme quoi les virus feraient partie du monde vivant et seraient même à l'origine, comme il a pu le dire. Est-ce que vous partagez cette idée ? Moi, je suis assez fascinée par les théories de Patrick Forter. J'apprécie énormément sa façon de penser, qui n'est pas tout à fait dogmatique d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont un peu moins persuadées de ça. Et c'est vrai que moi, je fais de la virologie médicale, donc je suis vraiment complètement à l'autre bout de la chaîne vis-à-vis de ça. Donc moi, mon avis vis-à-vis de ça, c'est que oui, effectivement, ils sont très importants, mais ils ne sont pas plus importants que d'autres agents pathogènes. Néanmoins, on vit à côté d'eux, avec eux, depuis des millions d'années. On a coévolué avec eux. Donc effectivement, les virus sont un élément extrêmement important. Et c'est vrai qu'adhérant à ces théories de Patrick Forter, je trouve que ces propositions, ces modèles sont vraiment très pertinents. Le professeur Patrick Forter est revenu sur un point très important qui est la diversité du monde viral. Il y a des virus qui sont donc ADN, d'autres ARN. Il y a des virus qui ont des cycles de réplication caractérisés par une phase de latence, d'autres qui caractérisés par une phase lytique de la cellule. Il y a une diversité au niveau de la structure. La forme est très importante au niveau des virus. On peut en citer plein d'autres. Pensez-vous que justement cette diversité-là du monde viral est due aux diversités des organismes vivants? Il y a un lien d'évolution du virus pour que les virus puissent s'adapter. Moi, je pense qu'au niveau de la structure, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre la diversité de la structure et la diversité d'action des virus, si on les prend en tant que particules. Après, ce qui est vraiment très important pour expliquer la façon dont ils vont se comporter, c'est surtout la façon dont ils vont se répliquer d'abord, la façon dont ils vont se comporter dans une cellule, et puis la façon dont chaque virus va réussir à cibler une cellule particulière. Parce que c'est une fois qu'il va avoir ciblé une ou des cellules particulières que va se dérouler ensuite ce cycle de multiplication qui va être complet ou pas complet. Là, on rentre vraiment dans pas mal de détails. Et c'est comme ça qu'on va expliquer, toujours si on se place du point de vue de la pathologie, puisque c'est mon réflexe primaire, ça va expliquer les signes cliniques qu'on peut observer et la façon dont il va se comporter dans l'organisme. Mais ce n'est pas lié à sa structure en tant que telle. Et justement, en parlant des comportements des virus, quelles sont leurs capacités à évoluer ? Alors ça dépend énormément du type de génome qu'ils vont porter. On sait qu'on a des virus qui vont rester extrêmement stables au cours du temps, qui vont infecter, dont certains infectent les hommes depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ces types de virus sont généralement des virus qui ont des génomes qu'on appelle à ADN. Et ces virus sont très intéressants parce qu'ils permettent de faire des études sur les déplacements de population en particulier. Ce sont de très bons marqueurs
génétique pour comprendre comment certaines populations ont pu se déplacer. Et puis à l'opposé, vous avez des virus. Alors, généralement, ce sont des virus ARN, en particulier tous les virus qui vont avoir besoin de rétrotranscrire leur ARN en ADN, mais il n'y a pas que ceux-là, qui vont avoir un très haut niveau de variabilité génétique. Et eux sont des virus qui, effectivement, vont évoluer extrêmement vite. Et d'ailleurs, quand on est infecté par ces virus, alors on a 2 modèles très beaux pour ça. On a le modèle du VIH et on a le modèle également du virus de l'hépatite C. En fait, si on analyse à un temps T les virus, la population virale qui infecte ces patients qui peuvent être infectés depuis des années, on se rend compte qu'ils ne sont pas infectés par une souche de virus ou un virus particulier, mais par une multitude de virus. Et ça, c'est bien le témoin que ces virus évoluent en permanence. Une autre facette des virus encore sous-estimée aujourd'hui, leur taille. Des chercheurs partent sur le terrain à la recherche des virus hors normes. Certains ont découvert des virus géants qui étaient confondus auparavant avec des bactéries. Baptiste Ameline a réalisé un documentaire sur le travail des virologues de terrain. L'équipe de Chantal Abergel et de Jean-Michel Claverie. On l'écoute. Quelque part dans le monde, dans des coins reculés, des chercheurs intrépides creusent le sol, forent la glace, pour y trouver des virus géants. Géants, c'est-à-dire, depuis plus d'un siècle, ces virus échappent à nos radars. Comme le nez au milieu de la figure, trop grands, ils ne passaient pas dans les filtres de détection. Alors on les a laissés de côté. S'ils ont infecté des êtres humains, on les aurait de toute façon confondus avec des bactéries. Pour vous donner un chiffre concret, un virus traditionnel, ça a un diamètre d'environ 50 nanomètres. Un virus géant, ça a souvent un diamètre supérieur à 500. Bon, un facteur 10, finalement, ça paraît pas si géant que ça. Mais à partir du moment où on considère le virus en 3D, dans un volume, un facteur 10, ça fait 1000 fois plus volumineux. Vu que c'est un volume, c'est monstrueusement plus gros, quoi. Vous imaginez l'écart qu'il peut y avoir en termes de contenu entre un virus qui fait 50 nanomètres de diamètre et celui qui en fait 500. Chantal Abergel, les virus géants, elle les connaît bien, elle les traque. Avec son équipe, elle a découvert et étudié quelques spécimens atypiques comme mimivirus, pitovirus, pandoravirus ou mégavirus. Chantal Abergel, ces virus géants, ont-ils aussi un grand nombre de gènes ? Pendant longtemps, on a pensé en effet qu'il y avait une corrélation entre la taille de la particule et la taille du génome. Mais avec mimivirus déjà et mégavirus, on s'est rendu compte que les tailles de capsides étaient capables d'accommoder des génomes beaucoup plus grands que ceux qui contenaient en réalité. Et ensuite, on a trouvé des virus qui étaient encore plus grands en taille et qui contenaient des virus encore plus gros, des génomes encore plus gros. Mais on a également, avec le dernier découvert, pitovirus, on a également trouvé un virus qui faisait 1,5 micromètre de long et qui pourtant contenait un ADN qui était seulement de 600 kilobases, donc beaucoup plus petit, près de la moitié de celui de mégavirus. Donc il n'y a pas forcément une corrélation entre la taille du génome et la taille de la particule. Mais il faut quand même avoir une particule suffisamment grande pour accommoder les grands génomes, évidemment. Mais alors, à quoi ça sert d'être un mastodonte ? Les bactéries ont une taille telle qu'elles vont être capables d'initier ce qu'on appelle la phagocytose. Donc en fait, les cellules vont reconnaître ces bactéries comme étant de la nourriture, et vont dérouler des pseudopodes qui vont entourer la bactérie et la ramener à l'intérieur de la cellule pour la digérer. Et on pense que donc ces gros virus, vu qu'ils pénètrent également dans la cellule par phagocytose, ont besoin d'avoir une taille qui soit suffisante pour initier également cette phagocytose. Donc ça, c'est la taille de la particule. Il faut une taille minimale pour pouvoir déclencher ce processus de phagocytose. On comprend que leur taille leur fournisse un alibi pour rentrer dans certaines cellules qui les confondent avec de fébriles bactéries juste bonnes à être digérées. Leur taille leur permet également de transporter en leur sein plus de gènes et donc d'être moins dépendants de la cellule qu'ils infectent. Cependant, comme nous a précisé le docteur Abergel, avoir beaucoup de gènes ne veut pas dire avoir plus d'efficacité pour infecter ou produire de nouveaux virions. Le mystère entourant l'origine de ce grand nombre de gènes est peut-être à chercher du côté de l'évolution, notamment de l'apparition des premiers virus. Une hypothèse serait que les virus géants découleraient directement de cellules autonomes, ayant perdu au cours du temps un certain nombre de gènes, notamment les gènes indispensables à la division cellulaire. De fait, ils auraient perdu leur autonomie et n'eut d'autre possibilité pour se diviser que de parasiter les cellules ayant encore conservé leur intégrité. En somme, la famille des virus géants serait peut-être l'hypothétique chaînon manquant qui ferait le lien entre cellules autonomes et parasites obligatoires. Cette hypothèse fait actuellement débat, notamment parce que près de la moitié des gènes contenus dans leur génome, comme pour le pitovirus,
ne correspond à rien de connu, qu'on ne peut ni rattacher à des cellules autonomes, ni rattacher à des parasites obligatoires. La réalité de leurs origines est certainement bien plus complexe, mais on ne sait pas comment les placer actuellement dans l'arbre du vivant, si tant est qu'on puisse parler de vivant à propos de virus. On peut se poser la question de où trouver ces mastodontes du microcosme. Pour les pandoravirus, l'équipe marseillaise de Jean-Michel Claverie et Chantal Abergel a été les chercher dans des sédiments trouvés au Chili, mais aussi dans des prélèvements de mares australiennes. Les mégaviridés se retrouvent quant à eux dans le phytoplancton des côtes de l'Atlantique et des mers du Nord. On en retrouve donc dans des environnements très variés, mais surtout, puisqu'on commence tout juste à les chercher, on ne s'étonnerait pas d'en trouver bien plus près de chez nous, notamment en Europe. Après avoir dit cela, la question qui vient tout naturellement est: est-ce que ces virus géants sont dangereux, notamment pour nous, pour l'homme, et quelles précautions faut-il prendre? Chantal Abergel. Alors, la réponse est... je ne peux pas donner une réponse ferme. Nous, notre critère, c'est de ne travailler que seulement sur des virus qui sont non pathogènes pour l'homme. Maintenant, dans l'état actuel de nos connaissances, ce qui est clair, c'est que si jamais quelqu'un était tombé sur un pandoravirus dans le contexte d'une maladie humaine, c'est-à-dire aurait par exemple observé des coupes en anatomopathologie de cellules infectées, il aurait probablement conclu à une infection bactérienne. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas savoir s'il n'est pas possible que ces virus puissent être, en tous les cas des virus qui appartiennent à cette famille, puissent être infectieux sur l'homme. On a encore à ce jour énormément de maladies dont on ne connaît pas les causes. Donc typiquement, on peut s'attendre à ce qu'on trouve un jour un virus ayant la morphologie des pandoravirus qui soit capable d'infecter, d'infecter soit des animaux, soit un homme. Les personnes qui vont prospecter, qui vont forer en Sibérie pour aller chercher du pétrole, couplé en plus à, on va dire, un réchauffement climatique et donc à une fonte des glaces, alors je ne sais pas le cas en Sibérie, mais est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'en effet de plus en plus de virus, alors pas forcément pathogènes, mais viennent au jour, et vu qu'ils vont être en contact, risquent d'être en contact avec des hommes qui vont là-bas, on va dire développer. Oui. Alors, il y a trois points dans votre question. La première, oui, le réchauffement climatique a un impact dans le sens où maintenant on peut accéder donc à ces zones qui sont très riches en pétrole, en minerais, à beaucoup plus longtemps dans l'année, et donc on peut commencer à envisager d'avoir de la prospection qui soit réalisée. Donc on amène des hommes, comme vous dites, on amène également des machines, et on va manipuler des tonnes de pergélisol à des profondeurs de plus en plus importantes, et donc évidemment ramener en surface des choses qui sont enfouies depuis des milliers d'années. Oui, on va remettre en suspension des choses relativement... on va rendre vulnérables les prospecteurs. D'une part parce que si on remet en suspension, comme je disais encore une fois, le virus de la variole dans ces zones-là, c'est évident que les gens maintenant sont de moins en moins immunisés contre ce virus et risquent de se retrouver donc infectés par un virus qui sera remis par hasard en suspension, surtout vu les brassages de terre qui sont réalisés. C'est évident que ce sera des quantités monstrueuses de particules qui vont être mises en suspension. Mais c'est vrai des virus, mais il n'y a pas que les virus, il y a également toutes les bactéries. On sait déjà notamment qu'à des surfaces très très faibles, donc dans les zones qu'on appelle la zone active du permafrost, donc sur à peu près, on va dire, 15-30 cm d'épaisseur, c'est une zone qui, pendant les hivers doux, éventuellement va être remise en suspension, bien qu'étant restée pendant très longtemps gelée. Et on sait déjà qu'il y a des foyers récurrents d'anthrax qui infectent des rennes qui pâturent donc dans ces zones-là du fait de ces événements de réchauffement climatique ponctuel. Maintenant, évidemment, là on passe à une autre échelle parce que si on va en profondeur, on va réactiver des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Mais bon, parmi ces choses, il peut évidemment y avoir des pathogènes humains ou alors pour des animaux. Nous, ça a été un des points essentiels. Ce qu'on voulait, c'était vraiment alerter les compagnies, alerter les pays sur le fait qu'on ne peut pas sans danger manipuler des quantités aussi monstrueuses de terre qui est restée congelée donc dans des conditions de préservation qui sont idéales, donc parce qu'il n'y a pas d'UV, là c'est gelé, donc il n'y a pas de quoi. Ce n'est pas de l'eau cristallisée, quoi. C'est vraiment du sol gelé. Et de ce fait, on préserve énormément de choses. On a réactivé des bactéries il y a plus d'1 million d'années.
D'accord, donc il n'y a pas de limite, même les virus, on peut imaginer en retrouver de plusieurs centaines de millions d'années, des choses qui datent des dinosaures, si je puis dire. C'est pas impossible en tout cas. Non, c'est pas impossible. Bon, en l'occurrence, nous, la zone à laquelle on a accès, on peut remonter jusqu'à 3 millions d'années. Mais c'est évident aussi, ça fait partie des choses qu'on continue à faire, c'est essayer d'aller plus profond pour mesurer jusqu'à quelle profondeur et quel temps est-ce qu'on peut remonter et toujours avoir une possibilité de réactiver soit un virus, soit une bactérie. Donc on sait déjà que les bactéries sont réactivables à 1 million d'années et nous, on compte également démontrer que c'est possible pour les virus. On ne dispose pas actuellement d'éléments à charge contre les virus géants, mais on se méfie grandement de leur potentiel destructeur. Notamment concernant le pitovirus, ce colosse endormi dans les glaces sibériennes est daté d'il y a 32 000 ans. Or, il y a 32 000 ans s'éteignait mystérieusement l'homme de Néandertal. On aura vite fait de faire le parallèle entre l'apparition de l'un et la disparition de l'autre. On n'a pour l'instant jamais montré que la petite bête ait mangé la grosse, mais on s'en méfie toujours. Le Labo des Savoirs, la radio savante. Alors, est-ce que le réchauffement climatique est préoccupant pour un virologue ? Oui, le réchauffement climatique et surtout la déforestation, c'est quelque chose de préoccupant pour un virologue et pour tout ce qui est infection. On le voit très bien là, puisqu'on est dans l'actualité avec Ebola, mais il n'y a pas que cet exemple. On sait très bien que les émergences d'Ebola, qui ne sont pas quelque chose de récent, la première fois que ça a été décrit, c'est en 1976. Là, ce qui est étonnant en ce moment, c'est l'ampleur de l'épidémie, mais ça a des causes davantage socio-économiques et politiques. Mais oui, c'est inquiétant parce qu'en fait, on se retrouve, l'homme ou les animaux qui sont en contact avec l'homme se retrouvent en contact avec des espèces animales, notamment, qui vivent en profondeur dans les forêts. Et quand on fait de la déforestation, eh bien, on rentre en contact avec ces animaux. Et parmi les animaux avec lesquels on rentre en contact, il y a notamment les chauves-souris. Et on sait très très bien que, on s'en rend compte de plus en plus, toutes les grandes histoires d'émergence virale vraies, c'est-à-dire d'apparition de nouveaux virus, depuis une quinzaine d'années, sont quasiment, mis à part la grippe, toujours liées à des virus qu'on retrouve ensuite qu'on a retrouvés chez les chauves-souris. Justement, comment expliquer que les chauves-souris abritent un grand nombre de virus pathogènes ? Enfin, parce que ça paraît quand même... Alors, en fait, les chauves-souris, ce sont des mammifères, comme nous. Ce sont des mammifères pour lesquels il y a une très grande diversité d'espèces. Ce sont des mammifères qu'on connaît très mal. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a des moyens d'investigation importants où on peut se permettre de screener tous les agents pathogènes, d'avoir une liste d'agents pathogènes intéressante chez ce type d'animaux. Donc ça, ce sont des travaux qui sont en cours, qui ont été initiés déjà il y a un petit moment, parce que... il y a bien une quinzaine d'années qu'on a pris conscience de l'importance de ce réservoir d'agents pathogènes pour les mammifères et pour les hommes. Donc, on est vraiment en ce moment dans une phase où on est en train de faire un petit peu le catalogue. Et voilà, c'est qu'en fait, tous les mammifères hébergent des virus, et en particulier ceux-là. Alors après, pourquoi ça passe chez l'homme ? Quel virus passe chez l'homme ? Ça, on a aussi également quelques idées. Toujours en regardant l'histoire, en regardant toutes les émergences. Il y a eu en particulier les virus Hendra et Nipah au milieu des années 90. Il y a eu après le coronavirus du SRAS, où là encore, le réservoir, c'est une chauve-souris. On a en ce moment un coronavirus qui émerge au Moyen-Orient via le chameau, mais très probablement, il y a là aussi des chauves-souris derrière. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chauves-souris en Arabie Saoudite. Et puis là, évidemment, l'histoire d'Ebola. Donc là, clairement, il y a un réchauffement climatique, je ne sais pas si c'est une application. En tout cas, de déforestation, c'est sûr. Et en prenant la question dans l'autre sens, à quoi résistent les virus ? Comment est-ce qu'ils meurent ou comment ils se dégradent ? Alors, comment ils se dégradent, ça, on sait très bien. Ça dépend, là, pour le coup, de leur structure. Il y a deux grands types de structures. Je vous ai parlé de la structure minimale d'un virus, qui est un acide nucléique et une capside. Donc, il y a certains virus qui se contentent de ça pour leur structure. Et ces virus-là, on les appelle les virus nus. Et la deuxième solution, c'est que autour de cette capside arrive une enveloppe. Le virus, au moment de sa multiplication, va s'entourer d'une partie des membranes cellulaires. Ça va lui donner une enveloppe. Et on sait que ces virus-là sont des virus qui vont être fragiles. Alors pourquoi ils sont fragiles ? Parce qu'en fait, ces enveloppes,
elles dérivent des membranes cellulaires. Donc, ce sont des structures qui résistent très mal au milieu extérieur, des structures. Et en fait, sur ces structures, sur ces enveloppes, sont mises des protéines virales. Et ce sont ces protéines virales qui vont permettre au virus d'interagir avec les cellules pour rentrer. Donc, si un virus de ce type reste dans le milieu extérieur, la structure de son enveloppe fait qu'elle va se détruire. Et donc, ça va détruire en même temps les récepteurs qui vont lui être indispensables pour infecter la cellule. Donc, on a vraiment 2 grandes catégories de virus. Les virus qui résistent bien, ce sont les virus nus. Par exemple, les agents des gastroentérites, le rotavirus, par exemple, c'est un virus comme ça. Et puis, de l'autre côté, vous avez les virus qui ne résistent pas. Et donc, qui ne vont pas avoir les mêmes modes de transmission. Justement, j'avais une question aussi par rapport au documentaire qu'on vient d'écouter. La résistance des virus. Là, on a découvert des virus dans la glace qui ont été congelés. Donc, comment est-ce qu'on peut réactiver des virus qui ont été congelés parce que et de d'une, la membrane cellulaire n'a pas pu être... Oui, mais la congélation préserve. C'est comme ça en fait, nous, quand on veut préserver des virus enveloppés, on les congèle. Alors, on les congèle avec un produit qu'on appelle cryoprotecteur. Mais il faut savoir aussi que quand vous congelez un virus qui n'est pas tout seul, qui est dans un système cellulaire, la cellule le protège. C'est le Labo des Savoirs. Vous écoutez le Labo des Savoirs. Nous parlons aujourd'hui des virus avec la virologue Berthe-Marie Imbert. Professeur Berthe-Marie Imbert, avec Ebola, nous voici face à un virus extrêmement destructeur, capable de détruire son organisme d'accueil, l'homme, en l'espace d'une semaine. Avez-vous des exemples d'autres virus dévastateurs ? Tout dépend de la définition qu'on met sur dévastateur. Par exemple, il y a eu un virus qui a été extrêmement dévastateur, c'est celui de la grippe, qu'on appelle la grippe espagnole en 1918, parce que le virus avait certainement un pouvoir pathogène particulier, et puis qu'il infectait des populations qui étaient mal nourries, on était en plein milieu de la guerre. La grippe espagnole, c'est 50 millions de morts ou 100 millions. Donc, je crois qu'avec Ebola, il y a quand même pas mal de psychose autour du sujet. Parce que c'est vrai que c'est associé à une mortalité qui est élevée. Maintenant, c'est une épidémie qui va pouvoir être jugulée. Il faut bien comprendre que si un virus tue beaucoup de ses hôtes, à terme, il se tue lui-même. Un virus, s'il veut survivre, de toute façon, il est obligé à un moment ou à un autre de s'adapter et de vivre, entre guillemets, en bonne intelligence avec son hôte. Un bon virus maintient le plus longtemps possible son hôte vivant. Oui, bien sûr. À partir de quand, justement, cette interaction-là s'arrête pour que le virus, du coup... Ça dépend, c'est un dialogue entre le virus lui-même et puis le système immunitaire. Et c'est bien pour ça, comme on n'a pas tous les mêmes systèmes immunitaires, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout égaux face aux infections. Et ça, on le voit au quotidien. Alors, les virus infectent les plantes, les champignons, les ours polaires ou les bacilles de coque. À chacun son virus. Même les virus ont leurs parasites. Après les virus géants, en voici des minuscules, les virophages. Les voici dans une chronique de Mariette Libouté et de Guillaume Mézières. Oui, colonel, nous avons identifié l'ennemi. Ce sont bien des virus de la grippe type B. On fera pour le mieux pour en venir à bout, colonel. Ce sont de vieilles connaissances, on sait comment les combattre. On est vaccinés. Eh bien, bonne chance à vous, capitaine. Bon, c'est à vous, lieutenant. Votre mission est la protection des cellules intactes pour que l'ennemi ne puisse s'en emparer et s'y multiplier. Bien compris, capitaine. À toutes les unités d'intervention. Opération anticorps. Code connu. Objectif protection des cellules intactes. J'appelle les anticorps. Vos défenses sont-elles appropriées à l'ennemi? On a été entraînés au combat, vaccinés. Alors en avant. En avant, suivez-moi. Ah, les virus, les grands adversaires de notre organisme. À croire que le monde se divise en 2 camps, nous et eux. Système immunitaire contre existence parasitique. Un schéma bien trop simpliste en fait. Vous connaissez peut-être la phrase du philosophe Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Imaginez alors que le virus possède un adversaire redoutable lui aussi, le virus. Et oui, certains virus sont infectés par d'autres virus, et on appelle ces derniers des virophages ou mangeurs de virus. Ce nouveau type de virus a été découvert pour la première fois en 2008 par une équipe de chercheurs du CNRS qui travaillait sur les maladies infectieuses et tropicales. Alors que les membres de l'équipe examinaient au microscope électronique un mammavirus, une souche de virus géant, bien plus gros que certaines bactéries, l'équipe a découvert des petites particules lui étant associées. Ces fragments, souvent observés en association avec les virus, tels des petits satellites, ont été alors appelés Spoutnik. Des observations plus poussées ont finalement révélé que ces petits fragments étaient des virus à part entière d'une nouvelle famille encore inconnue.
En temps normal, Mamavirus pénètre dans sa cellule hôte une amibe nommée Acanthamoeba polyphaga, un être vivant constitué d'une seule cellule. Grâce à son hôte, et comme la plupart des virus, Mamavirus va pouvoir se reproduire après avoir mis en place une véritable machinerie qui détourne le matériel génétique de l'amibe. De nouveaux virus vont pouvoir s'assembler et devenir matures. Sputnik, quant à lui, ne peut se reproduire seul, même s'il se trouve à l'intérieur de l'amibe. Il doit donc se servir de Mamavirus et infecte son nucléocapside, la structure qui entoure le génome du virus. Il détourne la machinerie cellulaire à son propre usage et se réplique parallèlement à Mamavirus. Et qu'advient-il de celui-là, du virus géant de Mamavirus? A-t-il des symptômes particuliers? Bien sûr, ne vous attendez pas à des éternuements ou des courbatures. Infecté par Sputnik, Mamavirus se met à produire non seulement moins de répliques de lui-même, mais celle-ci accumule des malformations, se caractérisant par des anomalies morphologiques qui le rendent moins contagieux. Sputnik, en parasite excessif, peut même entraîner la disparition de Mamavirus. Par la suite, d'autres virophages ont été découverts, comme le virophage Mavirus par Fischer en 2011, qui infecte le virus de Cafetaria roenbergensis, une espèce d'algue, et c'est loin d'être fini. Les virus qui s'attaquent à d'autres virus. Suivant l'adage « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », il se pourrait que Sputnik inspire des alliances nouvelles entre les hommes et les virus et donne de nouvelles pistes de recherche dans la lutte contre des virus très virulents, comme le virus du sida par exemple. Mais au fait, un virus capable d'être infecté et de « mourir » entre guillemets, voilà des choses qui semblaient appartenir au monde du vivant. Le dossier d'adhésion des virus à l'arbre de l'évolution vient peut-être de s'enrichir d'un nouveau chapitre. Le son des sciences au Labo des Savoirs. Professeur Berthe-Marie Imbert, ce sujet sur les virophages aborde un point important. Les virus peuvent être infectés par d'autres virus. Justement, l'effet que le virus soit malade, le rend-il pas plus vivant? C'est vrai que la démonstration est assez intéressante. Bon, je pense qu'il faut replacer quand même les choses d'un point de vue scientifique. Ces virophages ont été trouvés dans des gros virus. Comme ça a été dit dans l'interview, on n'a toujours pas trouvé de virus géants chez les hommes. Donc il faut se méfier aussi des extrapolations un peu hâtives. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette situation chez les mammifères, hein, comme ça a été dit. Pour l'instant, ces virus géants, ce sont dans les algues, dans des amibes. On est dans des systèmes qui sont beaucoup moins complexes que les systèmes caryotes des mammifères. Il ne faut pas oublier que nous, on a un système immunitaire très très élaboré quand même. Hein, donc je pense que les agents pathogènes ont un peu plus de mal avec nous qu'avec nos espèces. Quelles tactiques sont utilisées actuellement pour combattre les virus ? Quand on regarde, là encore, la situation de la pathologie humaine, il y a globalement deux grandes approches. Hein. La première approche, c'est de vacciner. C'est-à-dire qu'on va induire une réponse immunitaire qui fait que quand on rencontrera, grâce à un virus modifié ou grâce à des antigènes viraux, il y a plusieurs possibilités, ce qui fait qu'on va induire une réponse immunitaire qui va protéger contre l'assaillant sauvage. Alors ça, c'est vrai que c'est la meilleure approche parce que c'est une approche qui peut conduire même à éradiquer certaines maladies virales. On a un très bel exemple qui est celui de la variole. Et deuxième approche, c'est une fois que l'infection est installée, d'essayer de lutter contre la multiplication du virus. Et donc, dans ces cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle des antiviraux ou éventuellement, ce qui est en développement, d'autres approches. En tout cas, on va essayer de bloquer le système de production de nouveaux virus ou de réplication, en particulier de réplication des acides nucléiques. Est-ce que c'est arrivé par le passé qu'on puisse éradiquer complètement un virus? Oui, c'est arrivé avec la variole, par la vaccination. Et vous parliez de vaccination, mais est-ce qu'on peut utiliser aussi cette vaccination pour combattre le cancer ? Oui, alors on peut l'utiliser pour certains virus qui justement sont associés à des cancers. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien connu, mais en fait la première cause de cancer, quand on prend l'ensemble des cancers évidemment, c'est l'infection par certains virus. Hein. On en a deux très beaux exemples. Le premier exemple, ce sont certains papillomavirus avec le cancer du col de l'utérus. Et puis le deuxième exemple, c'est le cancer du foie, enfin certains types de cancer du foie avec le virus de l'hépatite B. Dans ces deux cas, on a la chance de disposer de vaccins qui ont prouvé leur efficacité
C'est vraiment sont des avancées majeures. Hein. On a vraiment, dans ces 2 cas, 2 vaccins contre le cancer, si on le fait en raccourci. Alors, pourquoi cette vaccination est polémique, du coup ? La vaccination est polémique en France. La France est quand même le pays de Pasteur. C'est le pays qui a quasiment, si on accepte Jenner, qui a inventé la vaccination. Et parce qu'il y a probablement il y a des lobbies anti-vaccination qui sont relativement puissants. Et puis, je pense qu'il y a peut-être des déficits de communication aussi. Et il n'y a jamais eu d'accident de vaccination. Alors on sait que une vaccination, c'est induire une réponse immunitaire, que si à la base on a un système immunitaire qui ne fonctionne pas bien ou qui fonctionne trop bien, ça peut provoquer ce qu'on appelle certaines maladies auto-immunes. Et le fait de vacciner fait qu'on va accélérer le processus. Mais ce n'est pas le vaccin qui va induire le processus. Il ne va faire que de l'accélérer. Et ça correspond... Les risques sont très minimes et on sait en plus que ces risques sont quasiment nuls si on vaccine relativement tôt, en particulier avant l'âge de 10 ans. Si on fait les projections, on a plus de risques de toute façon de mourir d'un cancer, des conséquences d'une hépatite B ou d'une infection par papillomavirus qui aura évolué vers un cancer que de mourir des suites d'une vaccination. Vous cherchez la science ? Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. On en a bien parlé dans cette émission, le virus possède une capacité précieuse, celle de pénétrer une cellule et de la détourner. Dès lors, il est logique d'imaginer se servir des virus pour détruire des organismes indésirables, suivant l'adage « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Kizito, tu es doctorant dans le laboratoire de thérapie génique dirigé par Philippe Moulier. Tu utilises des virus comme vecteurs, alors comment dresses-tu les virus ? Oui Mathilde, dans mon unité de recherche, on se sert des virus pour combattre des maladies héréditaires incurables comme la myopathe du chêne, une maladie génétique neuromusculaire, et les dystrophies rétiniennes telles que l'amauroche congénitale de Leber. En effet, les scientifiques utilisent les virus de 3 manières différentes, comme l'anotaxie pour transporter un médicament et les délivrer à un endroit bien défini de l'organisme, ce sur quoi je travaille, comme nanobombe pour cibler et détruire un ensemble de cellules défectueuses, ou comme nanosonde pour aller détecter les marqueurs tumoraux libérés par les cellules cancéreuses. Alors, essayons d'y voir de plus près. Explique-nous le principe d'une nanotaxie. On parle aussi de vecteurs ? C'est exact Mathilde. Dans ce cas, les scientifiques exploitent la capacité du virus à cibler et délivrer une information dans une cellule. C'est un moyen idéal pour apporter une copie fonctionnelle du gène dans une cellule dans les cas des maladies génétiques. Pour réaliser des nanotaxies à partir des virus, les scientifiques vont enlever l'ensemble des éléments responsables du caractère pathogène du virus et ne garder que l'enveloppe virale. On désamorce le virus, on parle alors de vecteur viral ? Oui, et on va pouvoir utiliser des vecteurs élaborés à partir du virus du sida. En fonction de la stratégie thérapeutique, un médicament va alors être soit inséré dans le vecteur ou bien être accroché au niveau de l'enveloppe virale pour être délivré à un endroit bien défini de l'organisme. 2 domaines de recherche utilisent ces nanotaxies. Tout d'abord, la thérapie génique. La thérapie génique, c'est le fait de soigner une maladie causée par le défaut d'un gène en apportant la copie fonctionnelle du gène. Les nanotaxies à base virale sont utilisées pour apporter le gène médicament. Dans l'essai clinique réalisé actuellement à Nantes, concernant les personnes atteintes de l'amauroche congénitale de Leber, un vecteur AAV est utilisé comme nanotaxie pour apporter la copie fonctionnelle du gène. Les nanotaxies sont aussi utilisées comme stratégie dans les traitements anticancéreux. En effet, elles peuvent être utilisées pour apporter des facteurs antitumoraux. L'étude publiée en 2009 par l'équipe du professeur Karim Benoui a démontré que la libération des facteurs antitumoraux à l'aide d'un vecteur adénovirus était capable d'enrayer la croissance des tumeurs. Deuxième utilisation des virus, après le taxi, la bombe. Oui, puisque certains virus ont dans leur cycle de réplication une phase lytique, c'est-à-dire qu'elles vont tuer la cellule infectée afin de pouvoir se propager dans le milieu extérieur. Les scientifiques vont donc détourner cette capacité du virus à lyser la cellule pour les utiliser dans les cellules cancéreuses, par exemple. Pour fabriquer cette nanobombe, les chercheurs vont garder l'ensemble des éléments viraux responsables du caractère lytique du virus, cette capacité à faire exploser les cellules. Cette stratégie d'attaque à la bombe s'appelle de la virothérapie. On l'utilise notamment contre le glioblastome, une tumeur du cerveau, et aussi contre le cancer de la moelle osseuse. On peut aussi utiliser cette stratégie pour détruire des bactéries. On parle alors des phagothérapies. C'est une thérapie en plein retour en grâce. Pendant le XXe siècle, la France et l'Europe de l'Ouest ont développé les antibiotiques contre les bactéries, tandis qu'en URSS, la phagothérapie a été privilégiée. Cette stratégie intéresse de plus en plus les médecins pour contrer les bactéries devenues résistantes aux antibiotiques. Et enfin, Kizito, une dernière utilisation des virus en médecine, les nanosondes.
Oui, alors là, on est encore dans la recherche plutôt que dans l'application routinière. L'idée de base, c'est encore d'utiliser les virus comme vecteurs pour détecter les marqueurs tumoraux. Équipé d'éléments capables de s'activer au contact des cellules tumorales, le vecteur est alors injecté dans l'organisme. Tel une sonde, le vecteur va réagir au contact de l'environnement tumoral et permettre de détecter les zones cancéreuses de l'organisme. La science dans tous ses états au Labo des Savoirs. Berthe-Marie Imbert, on arrive au terme de cette émission. Alors, quand on parle de virus, on pense souvent aux films comme L'Armée des 12 singes, où les recherches dérapent et les virus risquent de décimer l'humanité. Alors, est-ce que la création de virus hyper dangereux à des fins scientifiques pose des questions éthiques ? C'est même pas un problème c'est pas un problème éthique, ça va au-delà. Hein. Ça fait référence au bioterrorisme et à toutes les craintes qu'on peut avoir autour de la manipulation ou de la production de virus extrêmement pathogènes visés militaires. Là encore, on est un petit peu, je trouve, dans le mythe. C'est quelque chose qui est possible à faible échelle. À forte échelle, c'est compliqué. Hein. La guerre microbiologique, alors je suis assez mal placée pour en parler, hein, il faut interviewer des militaires qui ont beaucoup plus de connaissances que moi, mais en tout cas c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé, notamment après les attentats du 11 septembre, où il y avait eu des attaques à l'anthrax en particulier. C'est beaucoup plus simple de pouvoir produire des bactéries en grande quantité, parce qu'il faudrait des très grandes quantités pour que ça fonctionne. Donc là aussi, on est encore dans le domaine de la virologie avec beaucoup de mythes. Au-delà de la production donc, du virus dans les laboratoires, est-ce qu'on peut imaginer que des virus puissent donc se propager comme le virus de l'Ebola, mais cette fois-ci à travers le monde ? Bien sûr, oui. Tout va dépendre des modes de transmission. Hein. C'est exactement ce qui se passe avec la grippe. Hein. C'est pour ça qu'au moment de la grippe espagnole, on a eu autant de soucis. Hein. On a la chance avec Ebola que ce soit un virus qui ne se transmette pas du tout par voie respiratoire. Donc il faut vraiment des contacts rapprochés, hein. Ça a été largement dit, on en a la preuve maintenant. Là, le problème de l'expansion de l'épidémie d'Ebola, c'est vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un problème géopolitique, c'est un problème d'absence de réaction correcte par manque de moyens en particulier, manque d'organisation. Hein. Ça ne survient pas par hasard dans ces pays-là, ça survient dans des pays où il n'y a plus du tout de structure sociale, il n'y a pas de structure médicalisée. Parce que si on prend de bonnes mesures, cette épidémie, de toute façon, on va réussir à l'éteindre. Hein. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est quand on a un virus qui se transmet par voie respiratoire, où là, c'est compliqué d'arrêter la transmission. Et d'après vous, quelles sont les perspectives de recherche intéressantes pour les années à venir en virologie ? Il y en a énormément. Déjà, réussir à développer de nouveaux antiviraux, hein, en particulier. Alors, il y a d'énormes progrès qui sont faits, hein, en particulier pour tous les virus qui sont responsables d'infections chroniques, hein, comme le VIH. Là, on a fait pas mal de progrès. Il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire aussi pour réussir à avoir des antiviraux qui sont encore plus efficaces. Parce que c'est compliqué. Hein. Quand on développe des antiviraux, il faut arriver à arrêter la multiplication virale sans toucher à la cellule. Et comme l'un est le parasite de l'autre, c'est vraiment très complexe. Et puis, il y a aussi tout un champ d'application sur la découverte des nouveaux virus et la gestion de l'émergence. Hein. Je parle bien de gestion de l'émergence virale parce qu'en matière de prévention, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, il faut arriver à être prêt et à agir. Et on voit bien que là, depuis le début du XXIe siècle, on voit bien qu'il y a quand même plusieurs épisodes d'émergence, vraiment de nouveaux virus. Et on voit bien qu'au fur et à mesure, quand même, on va de plus en plus vite. Et toute épidémie passée permet de mieux s'adapter à la suivante. Donc ça ce sont des enjeux plus sociétaux, mais il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Et puis, il n'y a pas que les virus. Merci beaucoup, Berthe-Marie Imbert. Merci à vous. J'ai passé un très bon moment et c'est toujours très intéressant d'échanger comme ça autour de sujets, notamment d'actualité. Merci à vous. C'était le Labo des Savoirs, le monde des virus, à la technique Claire Cisorne, une émission animée par Kizito Chitoko Chilangue et Mathilde Robert. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur labodesavoirs.fr. À la semaine prochaine.